Europe 1, les randonneurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, les randonneurs, c'est pour la suite et cette fois-ci, c'est Jean-Jacques Herry, journaliste chez Europe 1, qui nous emmène en balade avec lui et les autres randonneurs sur le sentier de randonnée le plus difficile d'Europe, le GR20. Pour vous faire une idée, le GR20 c'est 170 km du nord au sud, avec un tracé à parcourir dans les pierres de la montagne corse. Une aventure, un défi qui attire chaque année 30 000 personnes pour les paysages somptueux de l'île de Beauté. Préparez-vous, top départ imminent. Alors là, on vient d'arriver à la bergerie de la Valonne. C'est là qu'on est censé retrouver le groupe qu'on va suivre pendant 2 jours, qui est un groupe qui vient de La Réunion. Donc on est encore un peu intimidés. Et puis autour de nous, il y a toute une petite vie qui s'organise, des gens qui ont marché toute la journée, qu'on a vu s'étirer, des gens aussi qui sont en train de se laver, d'autres qui reviennent de la rivière où ils sont allés se baigner. Et puis voilà, oh bah tiens, j'aperçois juste à côté la guide qui va nous accompagner pendant 2 jours. Bah venez avec nous. Alors Magali, t'es guide en Corse, t'es guide sur le GR20. Tu l'as fait combien de fois? Oula, je l'ai fait une centaine de fois, je pense. Ok, donc ça va. On est plutôt entre de bonnes mains parce qu'on va passer les 2 prochains jours avec toi et avec un groupe à qui tu fais traverser la Corse tout simplement. Nous on découvre. Là, on vient s'installer, on va dormir dans une tente par terre. C'est ça la vie du randonneur? Bah oui, alors ici on est dans un endroit quand même un petit peu grand luxe parce que sur le GR, puisqu'on est dans des bergeries privées, donc on est accueillis chez les gens du coin. On va avoir un bon repas, on va manger leur viande, leur charcuterie, leur fromage. Donc déjà c'est un accueil un peu particulier. On a aussi pas mal de confort par rapport à d'autres endroits, parce qu'on a une douche chaude, ce qui est le grand luxe du GR, de pouvoir se doucher à l'eau chaude. Et par contre, on dort en tente, mais c'est des tentes confortables, spacieuses, il y a des bons matelas. On a tout pour récupérer et préparer une bonne journée pour demain. Mais c'est vrai que le quotidien du randonneur, c'est quand même d'être dehors avec tous les aléas qu'il peut y avoir de la météo, le froid, le chaud, le vent, mais aussi les gens autour. On n'est pas seul, on doit être solidaire, on doit être patient parfois, on doit s'entraider. Il y a tout ça aussi en montagne, au refuge et puis surtout au cours des journées quand on marche, quoi. Alors là, on se trouve dans la partie nord du GR20. C'est a priori la partie la plus escarpée. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter où est-ce qu'on est? Alors, on est vraiment ici au cœur des montagnes. On est dans la région du Niol, qui est une région très traditionnelle, qui a longtemps été fermée et qui a su du coup garder ses traditions, notamment pastorales. Les élevages sont encore très présents, que ce soit chèvres, brebis, vaches, cochons. La preuve, c'est qu'on est chez des bergers. Et puis on a tout autour de nous les vestiges des enclos des bêtes, de cette vie pastorale qui a façonné les Corses. Et autour de nous, oui, on est au cœur de la roche. On a des sommets à 2500 mètres tout autour de nous. De la rhyolite, cette roche volcanique qui est assez foncée, un peu violette. Des beaux pins laricio, ou l'Arichou en Corse, qui est un pin endémique et emblématique de la Corse, et qui peut pousser, comme on le voit partout, là, dans la roche. On dirait qu'il sort de la roche. Donc c'est quand même un environnement assez austère, assez dur. Mais on y trouve aussi des petits coins de paradis. Je ne sais pas si vous êtes allé voir un peu plus loin, la rivière qui coule, les petites vasques où il fait bon se délasser, se rafraîchir. Donc on dit que la Corse est une terre de contraste. Je pense que pour une première soirée ensemble, on est déjà au cœur de ce qu'on va vivre ces 2 jours et ce qu'on vit en général sur le GR20. Je suis avec un groupe de Réunionnais qui sont venus ensemble, qui se connaissent. Et donc là, toute la magie de la semaine, c'est de faire en sorte que les gens partagent de belles choses ensemble. On peut se présenter, moi c'est Jean-Jacques. Moi c'est Bernard, je viens de l'île de la Réunion, qui est quand même très loin de chez vous. On est à 15 000 km de chez vous.
Et on vient ici effectivement pour faire une petite randonnée sur 12 jours pour faire la traversée du GR20. Quelles sont les conditions quand on arrive à la bergerie, comme ça, les conditions dans lesquelles on dort? Vous voulez nous montrer votre tente? On vous accompagne? Ouais. Voilà, et c'est là qu'on va se reposer ce soir. C'est sommaire un peu comme confort, hein, expliquez-nous. Oh, c'est très bien pour ce qu'on fait. Surtout qu'il ne fait pas froid, donc je dirais, là dans cette période on est très bien, quoi. 2 petits matelas, une toile de tente, ça suffit, on est bien? C'est ce qu'il faut. Après bon, on a quand même notre doudoune et notre couette, donc ça va très bien. Et alors, vous avez mal aux jambes ou même pas? Oui, ça a mal aux jambes. Hein? Ça en a? Après des courses, oui, mais là, comme on fait de rando, il n'y a pas de courbature. On m'a dit que c'était vous le premier à la marche, c'est vrai? Je sais pas, mais c'est que c'est dur de rester derrière. J'ai envie toujours à découvrir, à aller, pas traîner, donc c'est ça un peu ma façon de fonctionner. Mais parce que demain après-midi, on va monter en haut de la montagne. Oui. Donc, il va falloir courir après vous? Non, mais je vais pas courir. Vous allez pouvoir le suivre sans problème. Je m'adapte, c'est pas... Je m'adapte. Je trouve ça un peu condescendant. Vous savez rien, j'ai peut-être une condition physique hors du commun. Ah je sais pas, on va voir demain. Quand on arrive en tout cas le soir au refuge ou à la bergerie, qu'on peut manger des produits corses... C'est du réconfort aussi après la journée? Là, c'est le moment très attendu quand on arrive. Là, c'est la récompense. Donc, on oublie la fatigue. Et puis, après un bon repas. Et puis, c'est l'ambiance avec l'équipe. On rigole, on raconte un peu la journée. Donc, c'est super. Alors, justement, on parle de nourriture. On est interrompu parce que il faut qu'on aille manger, justement. Il est l'heure. Allez, c'est l'heure du repas. Ouais. Alors là, c'est le petit moment briefing de l'étape de demain. Magali est devant nous et elle sort une carte IGN devant nous. Elle sort sa carte IGN complètement déchirée, c'est vrai? Un peu, ouais. Donc voilà, ça c'est le petit moment où on va présenter à tout le monde à quelle sauce on va être mangé demain. Qu'est-ce qui nous attend? Comme ça. Voilà. Alors, nous sommes ici, aux bergeries de Ballonne. Donc demain, pour notre étape principale, on va commencer par une grande traversée ici en forêt. C'est du chemin tout facile, un petit peu comme on a eu ce matin en tout début de journée. Donc ça permet de s'échauffer tranquillement. On va traverser 2 rivières. Et puis après, quand on est là, on va attaquer une rude montée jusqu'à Boccafoggia, le col qui est ici, qui fait 600 mètres au total. Et donc l'après-midi, pour ceux qui veulent, on pourra faire l'ascension du Pai a Orba. C'est une des plus belles montagnes de la Corse, très droit comme ça, très vertical. Et quand on est là-haut, on se sent tout petit. Ouais. Donc demain matin, on fait un petit déjeuner à 6h30. Sac prêt, comme d'habitude, donc prêt à partir. Alors là, on quitte la table où on vient de manger, on va aller s'asseoir à l'extérieur et on va retrouver le propriétaire des lieux, Don Pierre Alfonsi, reconnaissable à sa belle barbe blanche. 4 mois et demi par an, il s'installe ici en altitude avec sa femme Cathy. Ça dure depuis plus de 30 ans. Il accueille les randonneurs et ce sont des lieux qu'il a bâtis en fait de ses propres mains. Avant d'être restaurateur, je suis berger. J'étais au village à Calazim, à l'été on avait rien à faire, on était jeunes. Et tout le monde disait Ballonne, le Gervin, il y a du monde, il y a des touristes. Bon, les touristes, on monte là, il y a quelques blondes. Et du coup, on est monté là. On a dit, allez, on va essayer de faire quelque chose. Moi, tout le monde montait sa planche. Donc on commence par monter des planches sur son dos et ça finit avec un endroit où on est 60 à dormir ici. Avec les tours opérateurs, ils ont commencé à réserver. Et là, ça a monté un peu. Et le GR, c'est une mode maintenant. Tout le monde veut faire le GR.
Mais ils sont pas équipés, ils n'ont pas les capacités physiques non plus. C'est plus l'aventure aujourd'hui, le GR20 ? Pas du tout. Ça devient un marathon. Le GR aujourd'hui, ils vous disent pas, j'ai vu le Cinto, j'ai fait une variante, ça ils vous le disent plus. Ils vous disent, j'ai mis tant de temps, tant de dénivelé, voilà. Et c'est tout ce qu'ils disent. Ils n'ont pas vu, ils passent devant, ils ne voient même pas le refuge. Ils n'ont pas le temps de le voir. La nuit est maintenant tombée sur la bergerie, il est 22h et la montagne du Palier Orba qui nous surplombe est plongée dans le noir. Et comme la soixantaine de randonneurs qui sont présents ici, il va falloir maintenant qu'on regagne notre tente. Il est temps parce que demain matin on se lève à 6h très tôt pour aller marcher. Avec Europe 1, partez en randonnée. Merci de votre fidélité à Europe 1. Vous écoutez Les Randonneurs. Jean-Jacques Herry et Christophe Rémy sont sur le GR20, sentier qualifié le plus difficile d'Europe. Et pour ça, ils sont accompagnés de leur guide, Magali, et de 8 randonneurs venus de l'île de la Réunion. Attention, le top départ est lancé. C'est parti pour 3 jours intensifs. Ça y est, vous êtes en forme? Top départ. Pour le départ. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, le matin, c'est raide. Il faut se réveiller. Alors là, on est avec un groupe qui avance assez vite pour nous qui commençons la marche. On vient de quitter la bergerie de Valonne. Et normalement, on en a pour à peu près, je crois, 4 ou 5 heures de marche jusqu'à la prochaine étape qui est le refuge de Chiotoulou, qui est presque à 2000 mètres d'altitude et qui est le plus haut refuge du GR20. Et ensuite, si tout va bien, si le temps le permet, on a la chance de monter la plus belle montagne de Corse qui s'appelle la Palier Orba. Et on va faire ça tout à l'heure. Et pour l'instant, on est parti sur un rythme relativement rapide avec une équipe donc de randonneurs plutôt expérimentés. Oui, donc là c'était l'occasion de vous montrer l'immortel d'Italie. Donc on a un beau bouquet juste ici, voilà. Et c'est vraiment une plante fabuleuse. Déjà, on peut la sentir. Ça sent super bon. Hein. Ça sent super bon. Il y en a qui disent que ça sent le curry. Mais c'est assez épicé, parfumé. Et cette plante, elle a des vertus assez exceptionnelles de cicatrisantes et anti-hématomes. Donc on l'utilise en huile essentielle. Moi j'en ai toujours sur moi dans ma pharmacie. Quand on tombe par exemple et qu'on a à la fois le choc et qu'on est ouvert, et ben on peut mettre de l'huile essentielle dessus, ça cicatrise. Mais alors ça veut dire qu'on peut se blesser sur le GR20 et se soigner sur les bords du GR20 ? Alors oui et non, parce que maintenant vaut mieux avoir quand même de l'huile essentielle. Ça marche pas juste en se frottant la plante. Ça peut. Après, on risque de se mettre un peu de terre et un peu de poussière dans la plaie, donc vaut mieux pas l'utiliser comme ça. Mais les anciens, les bergers, faisaient des emplâtres aux chèvres ou aux brebis qui s'étaient cassé la patte, par exemple. Ils mettaient des emplâtres d'immortel et ils mettaient ça avec une espèce de bande. Donc ils connaissaient déjà les propriétés de cette plante. On peut démarrer. Allez, c'est bon. Allez, go, go. Je peux vous montrer, on voit ici le sommet du Palier Orba, donc tout à l'heure on sera tout là-haut. Impressionnant quand même, hein? Tout là-haut. Oui, c'est ça. Alors vu d'ici, là on voit sa face est, c'est une montagne très triangulaire, très abrupte, hein. On voit sa grande face complètement verticale. Quand on est là-haut, on se sent tout petit face à la nature et... C'est un massif qui est très sauvage et très vertical, donc pas trop fréquenté que par les experts. Nous marchons maintenant depuis 2 petites heures environ et c'est le moment de la première pause de la journée, une petite pause près d'un torrent qui coule juste à côté de nous et je suis assis avec Sandrine, habituée de la randonnée à La Réunion
et qui découvrent les chemins corses. Par moment, hier c'est ce qu'on se disait, que les sentiers d'ici sont beaucoup plus vertigineux et que on avait l'impression d'être des petites araignées là qui grimpaient. Mais quand on vous entend, on a l'impression que les sentiers à La Réunion, c'est tout bitumé, il n'y a pas de pierre. On va dire qu'ils sont bien aménagés. Et du coup, on peut courir, on peut vite évoluer, alors qu'ici, il faut toujours se sécuriser. Donc il y a des fois, on se disait, faudrait pas regarder en arrière. Donc ça, c'est le pain Laricio, ou Laridou en Corse, qu'on a déjà vu, qui est un pain emblématique de la Corse. Et sur un arbre comme ça, je vous disais, pour estimer l'âge de l'arbre, c'est à peu près 1 mètre de circonférence pour 100 ans. Ce qu'on fait souvent avec les enfants, c'est qu'on se met tous comme ça, on se tient la main, puis on ajoute nos tailles. La somme nous donne, en centimètres, nous donne l'âge de l'arbre. À peu près, parce que bien sûr, selon les conditions, ils vont pousser plus ou moins vite. Donc là, si vous vous collez à l'arbre, on peut imaginer quoi, à peu près? Moi, je pense au moins 600 ans, hein, si c'est pas 7. On peut lui faire un câlin aussi. Là, on va bientôt sortir de la forêt. Donc là, il y a un petit pinson qui salue notre passage. Ah oui, on le voit d'ici. Tu le vois là sur la branche? Au bout? Ah ouais. Il a flashé sur toi, Emmanuel. Non, arrête là. J'ai pas ma jupe aujourd'hui. Ah zut alors. Il s'en est pas rendu compte. Tu veux bien prendre mon téléphone, s'il te plaît? Il paraît pas orange. Ce qui est en train de se passer là, au moment où on parle, c'est juste, on a monté, on captait pas depuis hier soir à peu près, et là on vient de capter, et là tout le monde s'arrête, et il faut vérifier le téléphone, c'est ça? Ah ouais. Juste parce que... Là, c'est pour ceux qui ont SFR aujourd'hui. Donc je profite parce que... C'est vrai, ça marche pas pour tous les opérateurs. Ça dépend des endroits où on est. Puis des fois, on est sur un col, donc on profite d'une petite pause café, et hop, tout le monde est connecté. Plus personne ne parle pendant 10 minutes. Et puis moi, je prends des nouvelles de mes filles qui sont en Australie et de mon mari et de mon fils à La Réunion. Voilà. Donc le GR20, ça permet de couper, mais pas trop. Ouais, quand même. Hein. Quand on a sa famille un peu loin, on a envie de les avoir auprès de nous un petit peu quand même. Hein. Même si on est dans un super groupe. En fait, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir être déconnecté et pas disponible. On est tellement habitué à être tout le temps disponible pour les gens que savoir couper et dire pendant 3 jours je répondrai pas, c'est un vrai luxe et ça fait du bien. Mais c'est vrai que quand on peut avoir des nouvelles de sa famille, on est aussi content de se reconnecter. Ah, vous avez reçu un nouveau message. C'est pas le pinceau là. Je viens d'allumer. Après, il y a les résultats des examens, il y a plein de choses. Donc, il y a les matchs de foot. Bon, on repart. On va attaquer la montée. D'abord en forêt, et puis après, on sera en plein soleil. On va aller au col qu'on va apercevoir, qui est juste en face de nous. Donc, on a une bonne grimpette qui nous attend. On ne voit pas là, il est derrière. Il y a de la neige ou pas? Il y aura peut-être un petit peu de neige, ouais. Avec Europe 1, partez en randonnée. Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1. Jusqu'à 11h, nous sommes avec Jean-Jacques Herry, Christophe Rémy, notre guide Macali et les 8 randonneurs sur le GR20 pour une marche sur 170 km en Corse. Vont-ils réussir à franchir la montagne? Réponse tout de suite. Non. On voit notre col là-haut avec la neige. Vous avez vu dans le petit trou là? Ouais. On va monter tout là-haut et donc on va effectivement toucher la neige. Alors là, on monte le premier passage un petit peu difficile, enfin, pour un Parisien, comme on vient de me qualifier. Mais en tout cas, voilà, il faut mettre les mains pour monter la paroi rocheuse. Mais il y a le guide devant qui fait ça très bien, donc on la suit. Voilà. Je suis pas très inquiet, en fait. Il faut pour s'accrocher,
faire des petites marches, des petites poignées. Puis maintenant, on a un groupe au top là, ça y est. On arrive là avec le sourire, c'est chouette. Elle est pas belle la vie? La récompense, c'est quoi, Bernadette? Le paysage, regarde ça, punaise, c'est La magnifique. récompense, moi, ce sera de la boisée. C'est bien de regarder monter les autres quand on est en haut. C'est super. Ça te défatigue, c'est ça? Ah, j'aime ça. Je crois qu'il faut arrêter de parler et la guide nous fait signe. Magali, il faut repartir, c'est ça? Oui, il faut y aller. Hein. Mais je Il nous reste encore quelques centaines de mètres à gravir. C'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon. Ouais. And the winners C'est là que c'est bon. Emmanuel. Ouais. Première féminine, ouais. Célestine, ouais. Célestine, deuxième féminine. Sandrine. Sandrine, troisième féminine. Bon ben, ça y est, on vient de les faire ces 500 mètres de dénivelé qu'on nous promettait depuis en bas. Alors? Et là, on est en haut. Ben, alors, très heureux, mais quand est-ce que ça devient raide? Et là, on a combien de mètres d'altitude exactement? Là, on est à 1962 mètres. Ah bah ouais, c'est écrit là-bas. C'est écrit un panneau. J'allais dire on est presque à 2000, mais voilà. Pour avoir de la précision, rien de mieux qu'un bon panneau. Et ça y est, là, on vient de franchir, donc d'arriver au col de Boccafocciale. On est à 1962 mètres et pour la première fois de notre petite ascension, eh bien, on voit la mer de l'autre côté qui se détache derrière une ligne de crête. Et ça donne envie d'aller piquer une tête, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. D'autant que ça y est, le groupe là est reparti. On a déjà pris 200 mètres de retard. Va falloir les rattraper. Donc on est parti. On voit le refuge de Tchot, notre maison de ce soir. Donc vous voyez comme il est beau, il est complètement intégré dans le paysage, fait recouvert avec la roche locale. Et puis on a une vue sur la vallée du Gaule là, qui est vraiment splendide. Et donc on a le pas yaourt qu'on va gravir tout à l'heure qui est au-dessus de nous. On voit pas le sommet d'ici. C'est ça là. Mais on va s'attaquer à ça. C'est pas mal hein, déjà. Voilà. Donc là une petite descente, on arrive au refuge, on reprend des forces, on allège nos sacs et on repart pour l'aventure. Là vous avez la source. Donc si vous avez besoin de prendre de l'eau, c'est ok. Elle est potable et elle est très bonne. Allez, on va aller voir le gardien. Bonjour, bonjour. Donc je vous présente Nico, le chef des lieux, et toute l'équipe qui vient de la Réunion. Donc du coup, on est 11 avec moi. Donc si vous voulez, vous pouvez aller poser vos sacs et puis revenir avec le pique-nique. Et on vient pique-niquer ici. Donc ça y est, on a atteint le refuge de Tchotulu depuis 10 minutes maintenant. Donc on profite tranquillement d'une pause en admirant le panorama. On va pique-niquer, on va vider les sacs, on va recharger en eau parce que cet après-midi, on va quitter le GR20. Il n'y a pas que le GR20 dans la vie, il y a aussi l'ascension du Paglia Orba, la plus belle montagne de Corse. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Il y a vraiment du vide. Moi c'est pareil, hein. C'est pour stresser. Mais là, avec Là, on va monter au col, le col des Maures, qui est en face de nous. Donc, on va d'abord monter par un chemin facile jusque-là. Je ne sais pas si vous voyez sur la droite, il y a un petit trou dans la roche, là aussi. Oui. Ou génial, et on l'appelle le sanglier. Il a une forme de sanglier. Ah oui. Après, on montera comme ça sur la droite dans les roches. Et puis, on va venir chercher ce couloir rocheux qui est là-haut, là, avec un peu des éboulis. Et puis après, on va passer derrière. Là, on aura une cheminée un petit peu raide. Et on sortira à l'antécime. Mais après, la montée jusqu'au sommet, elle est facile. C'est plutôt ce passage ici qui est un petit peu exposé. Ça marche. On est parti ? Ok, chef. Allez, c'est parti. Tout le monde est équipé, on a de l'eau, de quoi manger, de quoi se couvrir, on a envie, donc tout est bon, il n'y a plus qu'à. C'est quand même un
environnement minéral, très minéral. Et là, on est en train de passer sous le tafounat. Vous voyez la verticalité des parois. Hein. Moi, j'ai une petite question. C'est quoi ces petits tas de pierres là? Alors, ces petits tas de pierres, on appelle ça des cairns. Ils sont là pour montrer le chemin. Donc, à l'origine, ils étaient mis par les usagers de la montagne. Donc, les bergers, les chasseurs, surtout aux intersections. Donc, avant qu'il y ait des chemins balisés, je dirais, voilà, pour montrer les passages, les intersections qu'il fallait pas rater. Donc il y en a tout plein. Alors ça aide beaucoup sur les chemins qui sont pas balisés, puisque nous là on était tout à l'heure sur le GR, il y avait des balises. Maintenant on est hors sentier, donc maintenant il y a plus rien, il n'y a plus que ces cairns qui vont nous indiquer le passage. Et donc quand on connaît pas le chemin, ben on va suivre ces cairns. C'est parti? On se rapproche du sanglier. Oh, c'est géant. Alors là, on est dans un petit passage. On est dans un espèce vraiment de vrai couloir. On est enfermé en fait. Et ça résonne. Et on est vraiment seul au monde. Et ça fait un peu de bien parce qu'il y a à la fois de l'air et de l'ombre. Ce qui est plutôt agréable. Wow, c'est trop top. Et il fait une fraîcheur là-dedans. C'est fabuleux. Merci à Mère Nature, c'est trop beau. Que du bonheur. Non mais attendez, hein, il y a vraiment plus beau là-haut. Hein. Nous on est déjà émerveillés. Hein. Plus on monte et plus c'est beau. Ouais, c'est vrai. Bon. Allez, on va s'attaquer. Avec Europe 1, partez en randonnée. Bienvenue sur Europe 1. Les randonneurs continuent leur marche après avoir passé une très bonne nuit. Ils se trouvent dans les montagnes de Corse sur le sentier qualifié le plus difficile d'Europe, le GR20. Ils profitent quand même un maximum de paysages incroyables, mais la randonnée est presque terminée. Encore un petit peu de courage. Donc on va avoir un premier petit mur ici, un petit replat et un deuxième couloir un peu plus raide. Donc là, il faut ranger les bâtons. Il faut vraiment que tout le monde ait ses mains complètement disponibles. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut être vigilant, toujours pareil, vigilant pour vous, vigilant pour les autres, pour pas envoyer de pierres. On va se suivre tranquillement et tout va bien se passer. Là, sur la gauche. Attends, est-ce que je peux passer par là? Ah bon? Parce que, ah bon? Tu viens vers moi jusque là, comme ça on n'envoie pas des pierres dessous. Alors là, on voit le sommet, il est atteignable à pied. Après cette montée que moi j'ai trouvé pas si facile que ça. Même si je faisais le malin, il y a encore 400 mètres de dénivelé. Tout le monde a l'air un peu content, tout le monde a l'air aussi un peu fatigué, mais un peu excité par la croix qu'on a vue là-bas. C'est le plus beau. On va atteindre cette grande croix qui marque le sommet de la Paglia Orba, la plus belle montagne de Corse. Bravo. Et ce qui est très bien, c'est qu'on finit par un petit chemin super facile. Et qu'on voit que des sourires quand même sur les visages. Ça parle un peu moins, mais par contre, il n'y a que des sourires. On n'a plus qu'à vous suivre, Magali. Allez, hein, on y est presque là. Le plus beau est à venir. Bravo! C'est le moment du bisou. On a le droit de se faire un bisou là. Bravo! Merci. Merci. Merci Magali. Merci à vous. Merci madame. Merci madame. Merci monsieur. Bon là tu vas pouvoir faire tes photos, ça y est. On est au Merci de ta compréhension. Alors ça y est, on est au sommet. Ça y est, on est au sommet, on va pouvoir poser les petits sacs, se couvrir, boire un petit thé, manger un petit Il y a toujours une calistré. croix au sommet des... Ah, alors ça c'est une bonne question. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Et c'est vrai que de plus en plus on voit des croix fleurir tout en haut des sommets. Moi je suis pas spécialement pour, donc ça c'est personnel. Hein. Moi je trouve que la montagne se suffit à elle-même et qu'on n'a pas besoin de marquer la présence de l'homme en haut d'un sommet. Voilà, je trouve que le spectacle est là et c'est pas forcément religieux, c'est plutôt un remerciement général, mais
Voilà, moi je suis pas trop pour. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est les petits drapeaux, c'est des drapeaux tibétains, je crois. C'est des drapeaux tibétains, oui, parce qu'ici en fait c'est les montagnards qui montent. C'est un hommage à la montagne. C'est joli, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'une trace humaine en haut? Pas forcément. Là, on voit de tous les côtés de la Corse. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Décrivez-nous, quelle ville on voit? On voit tout. On voit tout. Là, on a un 360 sur toute la Corse, c'est-à-dire qu'on va voir de tout au nord, là, Calvi, tout le massif du Nord, le Monte-Cin, tout. Ce matin, on était juste en dessous. Ce matin, on était dans le fond, en bas, ouais. Et puis après, si on se tourne ici vers l'ouest, on voit le golfe d'Ajaccio, le golfe de Sagone, et le golfe de Porto, Galéria, Calvi. Donc, on se rend compte de l'insularité, là. On a la mer tout autour. Donc là, il y a juste à se poser, apprécier, savourer. Et vous profitez toujours autant? Parce que j'imagine que vous l'avez monté combien de fois? Des dizaines de fois, mais oui, moi parfois je me demande même si je suis pas encore plus heureuse que les gens que j'amène. Et ouais, moi je crois qu'on peut pas se lasser d'un spectacle comme ça. Et puis c'est jamais la même chose, la lumière est toujours différente, il y a des nuages où il y en a pas, l'ambiance change à chaque fois, donc on a de la chance d'être là. Après être resté un petit moment au sommet, ça y est, on a entamé la descente et on aperçoit le refuge de Tchiotoulou en bas, encore tout petit. Et là, on vient de rencontrer de nouveaux compagnons de route, un petit groupe de mouflons. On dit qu'il n'y en a pas plus de 500 têtes aujourd'hui en Corse. On a donc beaucoup de chance visiblement de les croiser. C'est ça. Il y a au moins 2 mamans avec leur bébé. Il y a 5 ou 6. Un dessert. Et les mouflons, c'est les animaux typiques de la Corse. Ah oui, c'est emblématique, hein, le mouflon. C'est vraiment l'animal avec ses belles cornes là qui est fier. Et on a de la chance de les voir ou pas alors? Ah bah oui, parce que c'est quand même assez rare. Après, c'est vrai qu'ici, il y a toujours un troupeau de mouflonnes. Mais bon, elles vont sortir plutôt le soir. Et elles sont pas trop farouches, hein, parce que là, on parle quand même librement. Et je pense qu'elles ont vu qu'il y avait une distance de sécurité qui les mettait pas en danger. Mais par contre, si on s'approche, elles vont partir. Bon, on va lâcher les chevaux sauvages, là. Oh, ça glisse. Yes, on marche dans la neige. Wouhou! Ça les gâte. Ah, chouette, super. Regarde, Moïse a fait. C'est la première fois que vous faites ça? Ben oui. J'ai jamais vu la neige. Parce que je viens souvent en métropole, mais à chaque fois je viens en été. Et depuis le début, je me disais, il faut que je glisse dessus. Ben voilà, j'ai glissé sur la neige. Attention, chaud devant. Voilà la meilleure soupe du GR20. Voilà. Vous allez vous régaler. On va se régaler. Une bonne soupe corse avec tout ce qu'il faut. Regardez ça. Alors il y a quoi dedans? Alors il y a un petit peu de charcuterie, des pâtes, des patates, des haricots, des carottes, des oignons, de la tomate, du vin. Que de bonnes choses. Là, même ceux qui ne sont pas montés sur au-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont droit. Bon appétit. Merci. Tranquille dans une forêt encore ce matin. Après, on a eu l'ascension jusqu'à au niveau des... Là, donc, on est dans une tente, dans un refuge du GR20. On est en train de faire une interview, il y a du vent dehors. Tout ça, c'est un peu ton quotidien. Comment on décide de vivre comme ça les 3/4 du temps dans une tente pendant 4 mois de l'année quand on est accompagnatrice? Je crois qu'on aime ça. Moi j'aime bien ma petite tente, là c'est ma petite maison du soir. C'est jamais la même chaque soir, mais être dans la nature, être au milieu des éléments de la montagne, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après c'est vrai que c'est un métier qui est pas facile au niveau familial parce qu'on est souvent absent. Donc il y a quand même des contraintes. Voilà, je crois que c'est un métier qu'on peut pas faire si on n'adore pas ça. Parce qu'en fait, moi, tous les jours, je change d'hébergement et tous les jours, j'ai l'impression de retrouver une famille. Et je sais que
que voilà, je vais être bien accueillie, que mes randonneurs vont être bien accueillis. C'est très chaleureux et c'est très précieux et j'ai vraiment l'impression d'être privilégiée. Avec Europe 1, partez en randonnée. Merci de votre fidélité à Europe 1. Dernière ligne droite pour Jean-Jacques Herry et les randonneurs réunionnais. Des randonneurs aguerris, puisqu'ils sont adeptes du trail et de la célèbre course, la Diagonale des Fous, à La Réunion. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ça y est. Ça y est. Allez, c'est parti. Faites une belle journée. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Ciao Nico. À la semaine prochaine. Il est 7h du matin, je suis encore un peu fatigué parce que la nuit a été courte. En tout cas, je marche en tête du groupe et pour cause, je suis à côté de Moïse. Vous êtes dans le transport, c'est ça, La Réunion ? Je suis dans le transport depuis 30 ans. Je ravitaille les stations en carburant et en gaz, en GPL. Je suis habitué à être sur la route, donc là, je suis dans les sentiers, c'est vraiment le jour et la nuit. Avant de commencer le GR20, oui. Vous vous attendiez à ça ou pas vraiment ? Est-ce que vous êtes surpris ? C'est quand même très, très physique. Je m'attendais à des sentiers moins durs que ça, plus en douce. Mais là, c'est l'escalade. Il faut quand même avoir une condition physique assez bonne pour faire ça. Est-ce que là, vous avez un objectif sportif ou vous êtes juste là pour profiter ? Non, je profite, mais aussi je m'entraîne parce que, comme je prépare le Grand Raid en octobre, la Diagonale des Fous, donc ça me permet aussi d'habituer le corps à encaisser les nuits, le réveil grand matin, tout. Donc c'est une bonne préparation pour le Grand Raid. Je profite de cette petite pause là parce qu'on a un beau point de vue sur des vestiges de bergeries, les bergeries de Toul. En bas, vous voyez, il y a des constructions en pierre. Alors, ça me permet d'introduire un petit peu le pastoralisme puisque ce soir, on va aller dormir chez un berger. Et vous expliquer ce contexte. En fait, l'élevage corse, c'est un élevage qui est extensif. Les troupeaux ne sont pas enfermés dans les bergeries. Les éleveurs, on disait que c'était des pasteurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher l'herbe au bon endroit, au bon moment. Typiquement, sur un élevage de chèvres ou de brebis, à l'automne, on est sur un étage intermédiaire, on est au village. Et puis l'hiver arrive, il y a de moins en moins d'herbe, il fait froid, donc on va descendre en bord de mer chercher l'herbe. Et puis quand le printemps revient, on remonte au village. Et puis quand c'est l'été et que l'herbe est sèche au village, on monte en montagne. Et puis à l'automne, on redescend au village, etc. Et ça, c'est un élevage qui a vraiment marqué la population corse, les traditions et le rythme de vie parce que c'était très contraignant. Et toutes les familles suivaient, les grands-parents, les enfants, les poules, les cochons, etc. Et donc il y avait des vraies vies de village. Il y a quand même vraiment, depuis quelques années, là, un renouveau dans la jeunesse corse du pastoralisme, de garder les traditions. Vous allez voir, on va voir des bergeries tout à l'heure qui ont été rénovées récemment avec un jeune éleveur qui a une vingtaine d'années et qui fait le fromage à l'ancienne, monte en montagne l'été. Enfin, donc il y a quand même, on se bat pour perpétuer tout ça et c'est une bonne chose. Quoi ? C'est pas le design, hein ? Elle est pas froide, elle est gelée. Oh, elle est parfaite. Elle est trop bonne. Et heureusement qu'il y a du soleil, parce que je ne peux pas rentrer sinon. Allez. Allez, après on va aller sur la cascade. Ah, c'est chouette. Bon, on m'avait dit que la Corse c'était raide, c'est pas raide du tout. On m'a dit que l'eau est froide, je vais voir. Bon, elle est froide quand même.
Je vais nager un peu, mais je ne vais pas rester des heures, je pense. Retour à la civilisation. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre, hein, après tant de jours coupés de tout. Alors heureusement, on va juste faire un petit stop, récupérer tout ce qu'il y a de bon de la civilisation, quelques fruits, un peu de charge sur les téléphones, et puis on va vite retourner dans la nature. Et les gars, tu trouves pas des cartes? Tiramisu, c'est madame, coupe de fraises. En fait, on s'y est habitué. Retour à la civilisation. C'est bon, hein. On a l'impression qu'on retrouve le goût. C'est bon les fruits, hein. Les saveurs sont... Ouais. Donc Sandrine, je viens de vous voir encore en train de prendre une photo. Vous êtes un peu la photographe du groupe, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça tourne parfois à l'obsession, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une photo quand je vois tant de beauté. Donc effectivement, et puis ça permet d'avoir des souvenirs. Parce que je trouve que vous êtes très courageuse parce que on a un groupe qui speed, quoi. Et donc c'est même pas évident de s'arrêter prendre des photos. Donc je suis impressionné. Comment vous faites? On va dire que c'est une passion dévorante et je paye le prix. Donc effectivement, il y a des moments où je m'essouffle, mais après ils sont contents. Ils sont contents quand ils voient les photos et donc c'est une manière de donner de ma passion et c'est une manière aussi de donner de l'amour aussi. Là, on est en route, on marche dans les sous-bois au milieu des pins. C'est encore une fois magnifique, comme toujours en fait. Là, on marche vers le lac de Nino. On va arriver par le dessus. Évidemment, vous allez dégainer votre téléphone pour prendre des photos. C'est clair, c'est clair. Allez, go pour les prochaines photos. Tiens, c'est pour ça. Il y a le piment. La tapenade, vous pouvez rajouter pour agrémenter votre salade. Ça y est, on est un peu triste ce midi parce que la dernière étape de notre périple est atteinte, le lac de Nino, un lac glaciaire très très bleu au milieu de la montagne avec tout autour de l'herbe verte où se baladent de nombreux chevaux. C'est le moment où on arrive enfin à discuter avec Célestine, très discrète, très souriante. Hier, Célestine n'a pas voulu grimper avec nous sur le palier en bas. J'avais besoin d'être tranquille un peu, j'ai pas le même rythme du groupe. Je me préserve pour les 6 jours qui restent. J'ai envie de finir mon GR20. Dès que je peux me reposer un petit peu, je préfère me reposer un petit peu. On n'a pas tous le même rythme. Il y a un petit groupe qui va beaucoup plus vite, un petit groupe qui reste derrière, mais qui tient le coup. Oui, on les rattrape. On les rattrape, effectivement. Mais c'est marrant d'avoir cette envie de GR20 que vous aviez pas forcément à la base et vous vous retrouvez embarqué là-dedans. Ouais, mais moi je connaissais même pas, je connaissais même pas la Corse, je connaissais pas le GR20. Elle est pas facile, ce sont pas les sentiers de la Réunion, quoi. En termes de paysage, ce que vous avez pu voir? C'est magnifique. La Corse, c'est magnifique, mais le voir de nos propres yeux, franchement, c'est fabuleux. C'est fabuleux, il faut le faire. Un grand merci à Jean-Jacques Herry de nous avoir fait partager cette superbe randonnée sur le GR20 en Corse. Une aventure, un défi qui attire chaque année 30 000 personnes pour ces somptueux paysages. Ils ont pu découvrir toute la beauté et l'âpreté de la randonnée en Corse, ainsi que les traditions de l'île. Nous remercions également Christophe Rémy pour la réalisation de l'émission. Et si vous souhaitez la réécouter, vous la retrouverez dès maintenant en podcast sur le site europe1.fr. Restez bien avec nous. Dans un instant, les meilleurs moments de Samedi Roumanoff, même le dimanche.